Donc, pour la première table ronde de la journée, je vais faire appel à Philippe Gilman, euh, directeur de recherche au CNRS, médaille d'argent, et aussi un des coordinateurs avec Pascal Livaux, Madame Régère, Denis, de la question de Notre-Dame. Ensuite, euh, Madame Françoise Barbe, conservateur en chef du patrimoine du musée du Louvre, et professeur Dimitris Constantinou, professeur à l'université des Cergy-Pontoise. L'animatrice, ce sera Madame Isabelle Palofossa. Merci beaucoup. Merci Victor. Merci Victor d'avoir introduit donc les participants à cette table ronde. Donc les objectifs de la table ronde, c'est de permettre un échange entre différentes catégories de participants. Donc un chercheur en sciences dures, que nous connaissons depuis fort longtemps, que je connais à titre personnel depuis fort longtemps, qui s'appelle Philippe Gilman. Un conservateur du patrimoine, donc au département des œuvres d'art du musée du Louvre, et puis un chercheur en sciences, alors je ne sais pas comment on dit, je me trompe toujours, sciences de l'information, sciences des données. Tu corrigeras comme tu le souhaites. Et donc l'objectif, c'est de partager autour d'une question qui est au centre du projet ERIS, c'est celle de, non pas de la multidisciplinarité, comme l'indique le titre de la table ronde, mais plutôt de la transdisciplinarité. La transdisciplinarité étant, évidemment, on comprend bien, celle qui permet le dialogue et l'enrichissement des différentes disciplines qui sont appelées au chevet de l'objet patrimonial. Et au chevet, le terme était peut-être un petit peu négatif, comme si l'objet patrimonial était toujours malade, mais enfin, c'est pour dire qu'on se retrouve en tout cas autour de cet objet. Donc, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et on va introduire tout de suite quelques questions. Euh, et avant de rentrer dans les questions elles-mêmes, je vais demander à chacun des participants de nous dire quelle est son expérience de la transdisciplinarité dans le domaine des sciences du patrimoine, comment il l'a vécu dans les dernières années et, et comment il voit l'avenir. Dans le cadre des risques, évidemment, qui est le centre de nos sujets du jour. Qui souhaite commencer? François? Voilà, ça marche. Merci Isabelle. Eh bien, cette expérience, je l'ai vécue dans le cadre de plusieurs projets et je dois dire qu'elle est particulièrement enrichissante. Enfin, ça ouvre complètement des perspectives auxquelles finalement on ne s'attend pas forcément au départ quand on arrive. Alors, tout jeune conservateur, on a un petit peu du mal avec un peu d'expérience et au bout d'un moment, quand le réseau commence à être créé, la facilité d'être à Paris, d'être à proximité aussi, des outils comme le C2RMF, est évidemment un des éléments majeurs pour bien rencontrer des scientifiques et commencer vraiment à dialoguer avec eux pour voir dans quelle démarche commune on peut avancer pour les patrimoines qui nous concernent. Donc, pour faire bref, moi j'ai participé à deux principaux projets. Donc, le projet Cristallo, qui était donc financé par la Fondation des sciences du patrimoine et qui était déjà européen lui-même, puisqu'il s'agissait d'étudier les vers émaillés vénitiens. Donc, il y avait une équipe italienne à Venise, et puis qui d'ailleurs a initié le projet. C'est parti des Vénitiens, c'est pas parti des Français. Et puis ensuite, bien, qui s'est impliqué au Louvre par le fait que c'était les collections du Louvre qui ont servi de support à cette étude, voilà, avec les compétences évidemment du C2 et d'Isabelle Biron et de toute l'équipe évidemment d'Altaï du C2RMF. Donc, je reste pour l'instant en superficie. Donc, c'est un projet évidemment analytique sur des matériaux, verre, émail, mais évidemment qui avait comme objectif principal de mieux connaître ces matériaux pour la Renaissance et puis d'arriver du coup à comparer à des objets qui posaient question ou
savoir s'ils étaient vénitiens ou pas. Il y avait la possibilité de déterminer une provenance, une origine géographique, ou savoir s'ils étaient tout simplement Renaissance ou pas, et éventuellement même possiblement du 19e siècle plutôt que des périodes anciennes. Et l'autre projet donc, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler plus récemment, c'est un projet qui s'appelait Figuline et qui a été aussi financé par la FSP et par le DIMAP, donc le financement d'Île-de-France. Et là, ça impliquait aussi le CBRMF, mais plus seulement, c'était la pluridisciplinarité était encore plus ouverte, puisque ça impliquait aussi le Muséum d'histoire naturelle. Donc au C2, il ne s'agissait plus d'analyse, mais plutôt de 3D. Voilà, c'est plutôt l'imagerie et l'imagerie 3D qui était sollicitée. Et côté muséum, il s'agissait d'étudier des objets un petit peu étonnants, sans doute vus dans les musées, qui sont des plats de céramique avec des décors rustiques, donc avec des décors rustiques, donc des grenouilles, beaucoup d'animaux des côtes atlantiques, et puis ensuite des rivières d'Île-de-France. Et donc, justement, cette distinction entre ce qui était une biodiversité, donc là, on a touché à la biodiversité, on a touché justement à l'étude de la nature du passé, et qu'on peut toujours mettre en perspective avec les transformations entre le XVIe siècle et nos jours, et ce qui a été fait donc par toute l'équipe de naturalistes du Muséum d'histoire naturelle qui sont venus étudier les plats et qui nous ont permis de mieux distinguer les productions et surtout de donner vraiment des noms, d'aller parfois jusqu'à l'espèce pour les animaux ou pour les végétaux représentés sur ces céramiques des XVIe et XVIIe siècles. Donc là, c'était vraiment une pluridisciplinarité maximale, j'ose dire. Je reviendrai après si vous voulez, mais présentation. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Eh bien, moi, j'ose à peine le dire, j'ai fait ma thèse au siècle dernier, tu l'as mentionné, et ce qui m'a donné l'occasion de tomber tout petit dans la marmite, alors de ce que moi j'appelle l'interdisciplinarité. C'est vrai que les questions de vocabulaire, ben, on rentre en plein dedans déjà dès la première table ronde, elles sont fondamentales pour ce questionnement-là. Et au CNRS, on différencie multidisciplinarité, transdisciplinarité et interdisciplinarité. Donc bref, il faudrait 3 heures peut-être pour discuter de ces questions de vocabulaire. Moi, je veux parler d'interdisciplinarité, c'est-à-dire quand les chercheurs des différentes disciplines, que ce soit sciences dures ou sciences humaines, problématisent ensemble et créent ensemble leurs propres problématiques en choisissant chacun leurs outils et leur domaine de référence dans ce qu'on peut appeler un dialogue exigeant entre ces disciplines. Mais je pense que la clé, c'est ça, c'est de problématiser ensemble les questions de recherche. Alors, moi, j'ai débuté en utilisant le rayonnement synchrotron. C'était au LUR à l'époque, j'ai l'impression d'un ancien combattant. Mais pour traiter d'une problématique d'histoire des techniques, de transition entre des procédés qui avaient lieu au Moyen Âge et de questions de diffusion de l'innovation, de diffusion de savoir-faire et de savoir tacite. J'étais donc déjà confronté à ces questions de vocabulaire, de reconnaissance par les autres communautés. Ça, c'est un point important. Et on en discutait avec Paul Benoît, qui était prof d'histoire des techniques à la Sorbonne à l'époque. Il me dira, tu auras toujours une cotte mal taillée, un vêtement mal taillé pour te définir. Ouais, et donc moi, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu m'as dit que j'étais un chercheur des sciences dures. C'est vrai que j'utilise le rayonnement synchrotron, la métallurgie. Oui, parce que mon domaine de recherche, c'est donc l'appréhension des métaux par les sociétés anciennes, mais également le processus d'altération pour des questions de conservation. Ça peut concerne les métaux, en particulier les métaux ferreux. Et tu m'as présenté comme un chercheur des sciences dures, mais j'ai été embauché au CNRS dans une section de sciences humaines définie comme chimiste des paléométaux, donc chimiste des métaux anciens, ce qui vous donne un peu l'éventail de possibilités de réflexion et de cotes mal taillées que j'avais déjà dès l'origine. Donc, c'est très intéressant. Tout ça rend très modeste. Je pense qu'il faut être très modeste par rapport à ces questions d'interdisciplinarité et c'est un terrain toujours à travailler. Et ta présentation, Françoise, est très réjouissante parce qu'elle nous montre déjà une gourmandise vers l'interdisciplinarité, une conscience de ces enjeux-là. Et je pense que ce terrain toujours à travailler, c'est ça qui nous réunit aussi autour d'ERIS,
que nous, avec mon laboratoire, on vient seulement d'intégrer. On a évidemment vu évoluer depuis de longues années. Et je pense qu'on est à un stade fort intéressant où on peut justement commencer à pratiquer cette interdisciplinarité. Voilà. Et puis je me tais. Merci Isabelle, merci pour l'invitation. Je m'appelle Dimitris Kodzinos, je suis professeur en informatique, plus particulièrement de sciences des données à CYSSI Paris Université, au laboratoire ETHICS aussi. Je travaille sur le domaine des modèles de la représentation des connaissances, de l'apprentissage automatique et aussi de la compréhension à partir de données, utilisant les méthodes de machine learning et d'intelligence artificielle. Et pendant des années, j'ai travaillé avec différents types de données, parce que ces données sont partout et c'est simplement nécessaire d'avoir quelqu'un qui va faire ce travail. Donc, peut-être je peux être un peu plus large pour la discussion de l'interdisciplinarité, parce que j'ai travaillé avec des communautés de patrimoine culturel, bien sûr, d'éducation, de design, de gestion, des études linguistiques, de droit, de journalisme, de médecine, d'acoustique, de sociologie, de physique, les systèmes complexes, le transport de mobilité, l'astrophysique, de géologie. Donc, il y a le problème commun. De mon expérience, on a les problèmes communs, on n'a pas les solutions communes, malheureusement. Et peut-être, heureusement pour nous, on peut travailler beaucoup. Et, pour la partie projet, je peux mentionner que l'année dernière, j'ai participé avec beaucoup des autres ici à la soumission du projet européen, que Pascal a mentionné, pour construire le cloud collaboratif européen pour le patrimoine culturel. Pour la question de pluridisciplinarité ou interdisciplinarité, je pense qu'on doit discuter la direction d'avancement. Si on a plusieurs disciplines impliquées, pour moi, le point important est d'avoir la possibilité d'avancement pour toutes les disciplines en même temps. Un problème que j'ai trouvé plusieurs fois est qu'on a le problème d'avoir cet avancement parce que on n'a pas fait l'effort nécessaire de partager les connaissances et de partager les méthodes et on seulement fait l'effort de résoudre nos problèmes. Donc, cette voie d'avancement commun, pour moi, c'est vraiment la définition de l'interdisciplinarité. Et bien sûr, d'avoir un vocabulaire commun est nécessaire parce que ce n'est pas possible de discuter sans ça. On peut, je pense, discuter plus. C'est bien. Merci. Alors, je vais venir à la question un peu fondamentale de l'art. Je vais commencer par une question fondamentale et après on posera peut-être des questions plus concrètes. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais je me suis dit que commencer par le dur, c'était peut-être la meilleure approche. Et ma première question, c'était quels sont les freins et les facilitateurs de l'art? Alors, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Inter ou transdisciplinarité. En tout cas, pas multi.
qui souhaite répondre? Quel frein voyez-vous et quel facilitateur voyez-vous aussi pour ce dialogue interdisciplinaire qui n'est pas sans difficulté, on l'a tous vécu. Qui se lance? Faut juste éteindre le micro. Je sais pas si- Moi. On peut pas bavarder ensemble, en fait, c'est un seul micro à chaque fois. Non, ce qui me semble important comme paramètre, qui peut être un frein finalement, l'interdisciplinarité, elle se décrète pas, elle se pratique, elle se construit, elle se travaille et il faut beaucoup de temps pour faire ça et donc un des freins, c'est peut-être le manque de temps pour créer ces zones de capillarité, d'interaction, de discussion des vocabulaires dont vous parlez et faire comprendre à l'autre le cœur de sa discipline pour pouvoir justement avoir les avancements là, que je viens d'évoquer, dans chacune des disciplines concernées par la problématique. Donc c'est un peu une pirouette de dire ça, mais je pense que c'est un point fondamental et important. Oui. Pour être plus positive, bah, je suis tout à fait d'accord avec le temps, c'est la confiance, enfin, c'est la confiance, je trouve. Alors, peut-être moins général, mais plus d'expérience qui m'anime, c'est qu'on parle des questions de vocabulaire, on parle des compétences réciproques, et c'est vrai que savoir qu'on peut faire porter peut-être une recherche commune, parce qu'en face de nous, on a des professionnels qui savent absolument leur sujet, de quoi ils parlent, et euh, du coup, moi, jamais je me permettrais de parler vraiment avec toutes ces notions scientifiques qui sont les vôtres, enfin, pour les sciences dures, parce que je ne vais pas parler non plus d'héraldique, parce que je sais que c'est un domaine très, très spécifique, parce que j'aurais peur de une bêtise. Et donc, justement, le fait de savoir qu'en face de nous, on a des gens qui savent absolument ce dont ils parlent, et trouver ensuite, effectivement, les bons mots pour exprimer nos besoins et, et les leurs, puisque ça va absolument dans les deux sens. Enfin, si je peux peut-être détailler un petit peu sur le projet sur les vers qu'on a mené, ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'on arrive, de mon côté, on arrive avec des problématiques globalement d'authenticité, et de l'autre côté, avec des connaissances sur une grande expérience dans le temps et de la part du collègue italien Marco Verri, celui d'Elisabeth Biron, ces deux, sur le vers, dans toutes les sens du terme, et notamment le vers de la Renaissance, démitien. Et finalement, on s'aperçoit au fil des discussions que enfin, vraiment les étapes, les moments d'étape, alors c'est très long, effectivement, il faut beaucoup de temps. Donc, pour rebondir sur la durée, c'est quand même un projet qui a commencé en 2009 et qui est à peine en train de finir. Enfin, Elisabeth Biron est désormais à la retraite, mais on a terminé par une expo et un colloque. Donc, ça prend du temps, effectivement, ça prend du temps. Et d'ailleurs, ça a beaucoup évolué. Le sentiment des scientifiques par rapport à l'appréhension de ces objets verts en 10 ans a beaucoup évolué parce que justement, on a pris le temps d'en parler, d'échanger, d'aller sur place, de voir les objets, beaucoup voir les objets. Et donc, dans le dialogue, c'était vraiment de leur part, mais pourquoi cet objet il vous semble étrange? Euh, et nous, bah, il nous semble étrange parce que la forme, parce que la couleur, parce que voilà, les appréciations des communautés scientifiques. Euh, et du coup, à la fois, enfin, le risque, c'est à la fois que ça les influençait sur effectivement que c'est un objet un peu à part, mais en même temps, ça les aidait à voir en comment cet objet pouvait être distingué des autres qui, eux, semblaient être plus la norme. Enfin, en fait, tout ça, c'est un problème de comparer des choses entre elles et il n'y a pas de magie dans tout ça. Il y a pas de... Enfin, on s'attendait au début du projet à trouver beaucoup de faux et au final, enfin, ou on n'en a trouvé aucun, ou on en a trouvé beaucoup, mais on ne le sait toujours pas. C'est quand même un comble. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'était bien plus compliqué que ce qu'on pensait, vraiment beaucoup plus compliqué. On pensait que ça allait nous donner des solutions et dire, ben voilà, ces problématiques des vers bleus notamment qui agitent la petite communauté scientifique spécialisée d'historiens de l'art et d'historiens du verre. Ben finalement, on n'a pas de réponse et ça a été d'ailleurs assez compliqué dans la communication de finir par dire on a appris énormément de choses. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plus de 90 objets qui ont été analysés, c'est quand même un gros corpus. Mais au final, on ne peut pas dire oui, non. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a énormément de... Et ça, c'est vraiment la confiance. C'est pour revenir à ce qui facilite cette interdisciplinarité, c'est savoir qu'on peut vraiment voilà,
ils ont une connaissance, ils s'appuient eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il faut, ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas commencer, heureusement, parce qu'ils vont pouvoir commencer avec peut-être l'expérience des autres et la communication, les publications, les bases qui auront ou pas, en reparler, été ouvertes. Mais vraiment, cette confiance est fondamentale et pouvoir travailler sans cohérence jusqu'au bout. Pour le temps est finalement un démarrage très en amont et ensemble, dès la définition des problématiques, la définition des corpus, quand on a préparé un peu cette table ronde, on a évoqué cette question-là, c'est-à-dire que tout est là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait mis en place le mieux possible dans le dialogue ces fameux corpus d'études, avec aussi un processus itératif, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, forcément, il faut rajouter des éléments où on s'aperçoit qu'on n'a pas fait le bon choix, et ce dialogue doit s'établir tout au long du processus, long, comme le disait Philippe. Côté des historiens de l'art, enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'idée au départ, ce projet, il est venu des Italiens, donc on l'a pris en charge, en quelque sorte, par le biais des collections, et du coup, on est tous arrivés en même temps dessus, et il a fallu avancer. Mais en fait, si on faisait des choses très correctement et très rationnellement, il y aurait un énorme travail préalable de la part des historiens de l'art pour vraiment la connaissance des objets, être sûr quels objets, d'où ils viennent, leur provenance, le travail sur le 19e siècle, puisque toutes nos collections enfin, sont que aujourd'hui au 19e siècle, et savoir sur à quel objet faire confiance pour avoir des corpus fiables, des corpus de référence, trouver l'archéologie. Enfin, donc finalement, le problème, c'est que nous, on a tout fait en même temps. C'est-à-dire que la logique, ça aurait été d'abord étudier nos archives, les archives des musées, pour savoir nous-mêmes nos collections, ce qui est déjà un gros travail, parce que pas qu'au Louvre, mais partout, c'est compliqué et assez complexe. Ensuite, élargir et chercher du côté de l'archéologie, du côté d'autres objets de référence historiquement fiables des collections européennes, parce qu'il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, parce qu'ils sont attestés dans des archives au XVIIe, au XVIIIe, donc des objets sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, parce qu'on est sûr qu'ils sont bons. Et donc, tout ce travail, en fait, on n'avait pas pu le faire avant, parce que juste, on n'était pas dans le projet, donc on a tout fait un petit peu en même temps. Bon, ce qui peut-être explique aussi la durée, mais pas que. Je pense que la durée, elle est nécessaire à la maturation, c'est ce que vous avez dit, mais bon, ce qui explique aussi qu'on n'est jamais totalement satisfait parce qu'on ne va jamais totalement jusqu'au bout de tous les aspects. Et c'est vrai qu'on avait dans cette recherche un collègue suisse qui, depuis le départ, nous dit, mais vous ne pouvez jamais tout faire, vous avez fait 1%, 2%. Bon, alors, si on part battu d'avance sur la tâche énorme qui nous attend, on ne fait rien. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience aussi des limites et pouvoir être assez honnête pour les donner, toutes limites confondues, quoi, y compris le manque de travail qu'on a pu apporter à certains sujets. Moi, je crois que tu as tout décrit, c'est-à-dire que cette confiance, elle est fondamentale, elle s'acquiert en travaillant ensemble, en bâtissant des questionnements ensemble et en faisant un va-et-vient avec sa discipline. C'est-à-dire ça réinterroge aussi les pratiques et les concepts de nos disciplines, notamment à travers des questions qui peuvent être parfois théoriques, mais aussi des questions très appliquées, celles des référentiels. Moi, j'avais créé un terme à l'époque, parce que il y avait une question historique, celle de diffusion de procédés. J'avais d'un instrument de mesure un rayonnement synchrotron qui était au top à l'époque, mais j'avais besoin de créer un référentiel. Et il y avait toute une discussion avec les historiens et les archéologues. Ils disaient, mais combien de temps ça va te prendre pour créer ton référentiel? Et pour cela, j'avais besoin d'objets archéologiques et sur lesquels il faut travailler de manière avec d'autres approches que celles de l'archéologie. J'avais appelé l'archéométrie fondamentale pour essayer de dire, il faut que je retourne dans mon laboratoire pour refaire des analyses et je reviendrai au bout d'un an, peut-être 2 ans, le temps qui revient, et on pourra reconfronter les idées. Mais ce work in progress, il est là encore aussi fondamental, mais c'est tout ce que tu as décrit très, très justement. Euh, je suis d'accord là-dessus. Je peux aussi ajouter que, par exemple, d'avoir la possibilité euh, d'avoir les différentes représentations des objets. Par exemple, la discussion pour les digital twins aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment un facilitateur pour ajouter les différentes disciplines
parce que quelqu'un peut trouver quoi exactement il cherche, sans nécessairement d'être présent lieu spécifique ou d'avoir les compétences spécifiques pour comprendre tout. Mais pour moi, peut-être plus généralement, je manque aussi la discussion au niveau d'enseignement et au niveau académique, si vous voulez. Parce que, par exemple, on a quelque chose qui est un exemple contradictoire. On demande plus de spécialisation et en même temps, on demande plus d'interdisciplinarité. Donc, pour ça, j'ai vraiment un problème avec mes doctorants, par exemple, pour qui c'est vraiment difficile de comprendre la nécessité d'interdisciplinarité parce qu'on demande plus et plus d'avoir quelque chose qu'on va publier, qui va être plus spécialisé. Je ne devrais faire qu'animer, mais je vais donner une tout petit avis sur ce point-là pour avoir encadré ou co-encadré un certain nombre de doctorats qui se situent comme ça à la frontière de l'interdisciplinarité, etc. Donc effectivement, il faut être spécialisé, mais je pense qu'on ne fait de la bonne interdisciplinarité que si on est justement très spécialisé, mais qu'on est capable de dialoguer. Et la grosse erreur que j'ai constatée, des mauvais travaux, c'est quand on veut tout faire et qu'on se croit capable de tout faire et de traiter et de prendre et d'avoir la même personne qui a deux cerveaux, l'un en sciences humaines et sociales et l'autre en sciences de l'information ou en analyse physico-chimique des matériaux. Ça marche pas. Ça marche pas parce que d'abord, c'est pas bon pour l'étudiant parce qu'à la fin, il ne trouve pas à publier correctement et dans les bons supports. Et c'est pas bon parce que la qualité globale, elle se perd, elle se dilue un peu dans ce travail. On n'est pas tous des pics de la Mirandole. Donc, je pense qu'il faut savoir dialoguer plus que effectivement vouloir tout faire. Mais c'est vrai que, comme le disait Philippe, comme l'interdisciplinarité prend du temps, malheureusement, les 3 années d'une thèse, c'est pas toujours suffisant pour ça. Mais c'est une question de culture aussi. Parce que si, par exemple, on veut guider les doctorants comme ça, on doit investir beaucoup de temps nous-mêmes. Et ce n'est pas facile aussi et ce n'est pas souhaitable toutes les fois et par tout le monde. Ça me fait penser que, effectivement, tout ce que vous venez de dire, c'est très juste. On a à la fois besoin de densité sur sa discipline pour avoir un socle de discussion et faire ce dialogue. Et ça passe peut-être par des lieux, des endroits qui sont les labos interdisciplinaires. Alors, citer les laboratoires du ministère de la Culture qui ont été cités, le CBRMF, le CRC, etc., CICRP. Mais on peut ajouter aussi les laboratoires d'archéométrie, du CNRS, où des gens de différentes disciplines vont se côtoyer. Et où l'étudiant en sciences dures, à la pause café, par exemple, pas beaucoup qui se passe à la pause café, eh bien, il va pouvoir échanger avec un archéologue qui est là. Alors, ça fait des lieux bizarres, où on a des historiens de l'art, des archéologues, parfois des architectes et puis des physico-chimistes, et qui sont souvent difficiles à évaluer pour les institutions. Mais je pense que c'est là, c'est dans ces endroits-là que se construit aussi cette interdisciplinarité et qu'un petit jeune, si son directeur de thèse il est à la conférence ERIS, eh ben, il va pouvoir trouver d'autres gens peut-être pour discuter. Alors, ça fait peut-être pas tout, mais je pense que c'est un point fondamental. Si on revient à la construction d'ERIS, je pense que les articulations avec ces laboratoires, ces lieux d'interdisciplinarité sont une clé, notamment par rapport à des questions que tu te posais, Isabelle, sur l'intégration des SHL. Et j'empiète peut-être sur les autres. Ah non, pardon. Donc, ça me permet d'enchaîner sur une autre question qui était quelle doit être la place des communautés SHS dans ERIS et pas seulement dans la construction de connaissances, parce qu'on vient de parler de l'interdisciplinarité, on comprend très bien qu'il doit y avoir collaboration entre ces différentes disciplines pour la construction de connaissances, mais aussi
pour le développement de nouveaux outils? Qui a envie de répondre à cette question? En gros, c'est l'expression des besoins. Comment est-ce qu'elle peut aboutir? Comment est-ce qu'elle peut aboutir à la construction éventuellement de nouvelles pistes de recherche et de nouveaux outils? Je veux bien dire quelques mots, mais je vais toujours dire les mêmes. Puis non, non, je pense que ça passe par enfin, c'est le mot à la mode, la co-construction, la problématisation commune. Et moi, j'ai toujours considéré qu'on allait chercher l'outil une fois qu'on avait posé pour répondre à sa question. Alors, même s'il y a un dialogue autour de l'outil qui va générer des développements et des nouvelles choses, mais je pense que si on veut enfin, travailler avec les SHS, il faut réfléchir avec eux et là encore, construire cette problématique ensemble, quitte après à revenir vers les instruments, vers les notions théoriques des disciplines de sciences dures. Dans le domaine des métaux, on parle d'archéométallurgie. Quand on fait de l'archéométallurgie, en fait, on peut être archéologue, on peut être historien, historien des techniques, historien de l'économie, mais on peut être physico-chimiste. Et c'est autour de grandes questions comme que les gens débattent déjà, et puis disent, ah, tiens, tu pourrais tester telle méthode, etc. Donc, moi, je crois beaucoup à cette problématisation commune. Oui, c'est nécessaire et je pense aussi que c'est nécessaire d'avoir multiples itérations entre les communautés. Encore une fois, la question du temps. Mais pour moi, on doit aussi avoir un plan d'avancement qui soit concret, qui comprenne qu'on doit prendre des décisions. Parce que j'ai fait partie plusieurs fois des discussions sans résultat. Un parti va dire oui, dis-moi quoi exactement tu as besoin. Un autre parti va dire mais oui, mais peut-être tu peux me dire quoi exactement tu peux faire. Et à la fin, on n'a rien. Et malheureusement, c'est commun. Hein. Ce n'était pas une exception, c'était quelque chose qui j'ai trouvé plusieurs fois. Donc, je suis vraiment fort pour la discussion, pour les plusieurs itérations, mais aussi fort pour avoir un plan concret et implémentable. Mais la question, c'était dans l'objectif de développer de nouveaux outils. Donc, c'est pas évident. J'avoue que de mon côté, je suis plus. Souvent, ce sont tous les collègues scientifiques qui disent, ah, ben, on pourrait tester ça, on pourrait tester ça. Créer un nouvel outil, vraiment, après, peut-être avec l'intelligence artificielle et peut-être avec des projets, mais bon, c'est vraiment nouveau, de mon côté, hein, c'est sûr que tout ça est en train de. Mais peut-être pour la création de bases de données sur des textes, enfin, ou des archives, et justement donner nos besoins en disant, voilà, on a telle donnée existante, d'archives, et comment réussir à faire une base de données plus facilement qu'avant, avec des nouveaux critères. Je pense qu'avec justement tous les OCR et les HTR, enfin, qui sont aujourd'hui en train de se développer beaucoup, c'est déjà un petit peu déjà fait d'ailleurs depuis quelques années, mais peut-être dans un autre objectif, dans un nouvel objectif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais je ne pense pas que ça soit vraiment de mon ressort d'aller jusqu'à de nouveaux outils. Vraiment. Alors, peut-être que ma question était mal formulée. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut établir un processus pour éventuellement aboutir à de nouveaux outils de quelque type qu'ils soient, pas forcément de nouveaux outils d'analyse, mais effectivement de nouveaux outils informatiques, etc. Je pense que la question est que pour pouvoir faire des propositions, pour pouvoir s'impliquer dans de nouveaux développements, il faut avoir déjà un minimum de connaissances du domaine de l'autre. Et c'est un peu ça la difficulté. Et ça anticipe un tout petit peu sur la partie formation que va traiter Sandy tout à l'heure. Donc, je garde cette question. Comment former les différents professionnels et dans les différentes disciplines
pour qu'elles aient suffisamment d'éléments pour pouvoir justement contribuer efficacement à ce dialogue interdisciplinaire. Je pense que c'est un peu la question de la formation. Alors plus concrètement, on se pose un petit peu la question de savoir comment est-ce qu'on peut répondre aux attentes des professionnels du patrimoine, alors quels qu'ils soient, hein, des conservateurs, des restaurateurs, des architectes, et comment au sein de la nouvelle infrastructure, et comment les traduire en projets concrets. C'est une des questions, comme quel processus on peut imaginer, quelle méthodologie on peut mettre en place pour aboutir à des projets qui soient faisables, qui soient concrets et réalistes. J'ai pas forcément une réponse, mais j'ai une nouvelle question. Après, on demandera à la salle. On a le droit d'avoir des questions. Non, c'est-à-dire que et ça part de la question précédente pour arriver à créer des nouveaux outils. Effectivement, on développe des nouveaux outils. Par exemple, nous, dans nos domaines de recherche sur les métaux, pour comparer les provenances, on a développé des inférences statistiques assez sophistiquées pour répondre à la question des archéologues ou des historiens. Ces archéologues, on a essayé de transposer des méthodes simples pour qu'ils puissent les utiliser et se les approprier. Et donc essayer de répondre à ces questions-là avec une relation plutôt d'expertise de notre part. Et ceci étant fait, nous, on avait envie de continuer de développer des nouveaux outils statistiques plus complexes, plus précis, et on a commencé à en faire part, nos collègues des SHS, pour dire: «Vous pourriez utiliser ça aussi». C'est valable, je pense, avec des techniques de mesure. Les questionnements sur les: «Vous pourriez utiliser ça, cette nouvelle méthode qui vient d'arriver, on pourrait la tester». Mais alors les autres m'ont dit: «Attends, on vient de se structurer, on vient d'essayer de comprendre ton ancienne méthode là que tu nous as dit. On essaie d'accumuler des données parce qu'on est une science cumulative avec la méthode que tu nous as proposée il y a 5 ans. Et là, il faudrait qu'on change tout, que ça remet en question, le processus d'acquisition». Heu, donc je pose la question: comment faire pour réussir à la fois continuer à avoir de la recherche de pointe, du développement d'outils analytiques, d'outils numériques, d'outils, statistiques et informatiques, sans justement décrocher les wagons? Et je dis pas ça de manière péjorative, parce que je crois beaucoup aux approches cumulatives pour les sciences humaines. C'est-à-dire collecter un grand nombre de données pour avoir des choses représentatives, pour interpréter les modèles, quoi. Mais cette tension-là, en revanche, j'ai pas la solution pour la résoudre, si ce n'est peut-être des infrastructures qui vont faire le lien avec la bonne construction. Voilà. Je peux répondre comme IA va fixer tout. Donc pour moi, la réponse fait partie de la discussion qui est nécessaire. Pour moi, il y a des points qui sont importants pour avoir des outils, des projets concrets. Le premier point est d'avoir les projets euh, qui résolvent des problèmes spécifiques et répondent à des besoins spécifiques aussi. Pas une discussion générique pour avoir juste un processus pour tout le monde. Après, pour moi, le deuxième point important est d'avoir la value add pour les communautés, pour les utilisateurs des projets, des participants des projets. Sauf ça, il va être vraiment difficile d'expecter que quelqu'un va commencer à utiliser un nouvel utile ou participer dans un projet parce qu'il n'y a pas d'intérêt suffisant. Si c'est un processus qui se travaille avec pour plusieurs années, c'est difficile de quitter pour quelque chose de vraiment nouvel s'il n'y a pas de value added de voir concrètement.
envie de rajouter aussi un petit peu un petit commentaire de mon côté. Donc, je comprends que il faut, dans une infrastructure comme ERIS, d'après ce que dit Philippe, il faut continuer, poursuivre la recherche, une recherche de pointe, il faut la continuer, le développement, et en même temps, il faut du transfert. Parce que le transfert lui-même permettra d'alimenter aussi la recherche par la création de données supplémentaires. Donc les deux, il faut faire les deux. Enfin, comment faire les deux, je ne sais pas. Il faut qu'on ait suffisamment de moyens pour mener les deux de front. Et donc, ça sera à l'infrastructure d'essayer de trouver les moyens pour ça. Mais il faut impérativement les deux. Donc, ma question, elle était un petit peu une question peut-être aussi plus concrète. Est-ce qu'il nous faut un lieu de type helpdesk, comme on dit en anglais? Est-ce qu'il faut un lieu, un forum régulier dans lequel on peut interagir avec les demandeurs pour élaborer de manière commune, pour aider à l'élaboration de projets? Voilà, ça peut être une suggestion pour le futur d'ERIS, d'avoir une sorte de lieu d'interface entre la demande des utilisateurs et les possibilités offertes par l'expertise et les nouveaux outils mis à disposition. C'est une question que je n'avais pas mis dans ma liste de questions. Enfin, en tous les cas, ce à quoi ça me fait penser, c'est que chaque fois qu'il y a justement des journées, que ce soit les 10 ans de la Fondation des sciences du patrimoine ou des présentations, etc., chaque fois qu'on a l'occasion de parler de son expérience et d'entendre l'expérience des autres, on a de nouvelles idées. Enfin, donc forcément, c'est des lieux qui favorisent même alors, on pourrait joindre une partie bilan, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que ça a permis, etc. Et puis la lier avec des tables rondes. Et vous, si vous avez des questions, est-ce que qu'il y ait peut-être des professionnels de toutes ces structures qui puissent répondre à des questions très concrètes de gens qui se disent, tiens, bah, est-ce que ça pourrait m'aider dans ma recherche de faire en même temps les deux, bilan et offre, en quelque sorte. Ça pourrait être bien. Faire la transition avec l'intervention de Vania. Donc, ERIS a un nœud national, donc il y a un fonctionnement à l'échelle nationale, et puis un ERIS européen. Comment voyez-vous le lien entre les deux et le passage de l'échelle nationale à l'échelle européenne et les apports de l'échelle européenne? Tout à l'heure, Françoise a donné quelques éléments de réponse, mais il y en a sans doute d'autres. Ok. Là, je vais faire preuve encore d'une grande modestie. Je pense parler au nom d'un certain nombre de laboratoires qui ne sont pas moins familiers des processus européens. Je pense qu'on a besoin de passeurs, de structures qui aident alors à comprendre les transparents avec le montage de projets sous outils qui ont l'air tous très intéressants et qu'on a envie de tester, mais on ne sait pas exactement quel outil correspond à quoi. Et peut-être que, comme c'est fait au CEA ou dans d'autres institutions, de faire de l'aide au montage de projet, quoi, de l'assistance au montage de projet. Je pense que c'est une clé. L'Europe est encore touchue et au nombre de chercheurs qui, paradoxalement, travaillent avec des laboratoires européens, parce que ça, c'est la nature de la recherche, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, je ne pense pas m'engager beaucoup pour dire que la majorité des chercheurs travaillent avec d'autres laboratoires européens, une recherche dynamique. Mais les clés d'interprétation, on en a encore besoin et moi-même, je suis toujours perdu. Enfin, Des recherches européennes Disons qu'on l'a sur le plan de l'histoire de l'art, Ouais. l'histoire des techniques. En fait, on le fait déjà. Dit Philippe, on travaille déjà avec évidemment des collègues européens, que ce soit dans les musées pour nous, et des collègues aussi dans des institutions scientifiques. Donc pour les projets sur les verres, on a travaillé avec le PIFIC, parce qu'on se dit, voilà, il y a des objets qu'on ne peut pas déplacer. On n'a pas eu l'autorisation, par exemple, de faire venir un verre. Bargello refusait son déplacement. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Parce que ça faisait partie de ces verres historiques, qui étaient très importants, puisque attestés dans des archives anciennes. Donc, on s'est dit, ben, au moins, il se déplacera un tout petit peu. Venant du Bargello à l'Opificio. Voilà. Alors après, effectivement, là, c'est pas mes compétences, mais c'est les collègues qui se connaissent bien et qui partagent évidemment des protocoles communs de façon à ce que ça puisse servir et
et vraiment être complémentaire avec ce qui se fait à Paris pour être sûr que, alors c'est pas forcément les mêmes méthodes, mais en tous les cas, qu'il y ait une comparaison possible, qu'il y ait un apport, voilà. Après, j'avais pensé, parce que du coup, en réfléchissant à cet aspect européen, si, bon, là, c'était vraiment, on a un objet à tel endroit, qu'est-ce qui autour peut, puis Florence, c'était pas compliqué, il y avait l'Opific, et puis après, ça a été vraiment du relationnel. C'est-à-dire là, c'était pas venu d'en haut, c'était bah, qui tu connais, ah ben, il faut écrire au directeur de l'Opific, enfin bon, donc après des courriers, des échanges entre le département des objets d'art, l'Opific, ça s'est fait à cette petite échelle-là, ça a été possible. C'est vrai que ce que pourrait permettre ERIS ou des structures un peu plus grandes, c'est déjà nous donner une sorte de liste de type, qu'est-ce qui existe comme possibilité, à quel endroit. Et donc, moi, par exemple, pour d'autres recherches que je mène là, en ce moment sur des céramiques, enfin, on prépare un catalogue des céramiques italiennes 15e, 18e du musée. Et, et effectivement, on travaille déjà avec le CDRMR pour certains points, toujours un peu d'authentification, etc. sur ça. Mais on se trouve confronté au fait que nos objets sont des objets patrimoniaux et on n'a pas beaucoup d'objets archéologiques. Or, en Italie, ils en ont partout des objets archéologiques. Dès qu'ils font un trou, ils trouvent des céramiques du 15e, du 16e, voilà, dans des lieux qui sont à proximité d'ateliers de fabrication, ce qui est vraiment pas du tout dans nos cordes à Paris. Et c'est vrai que me dire, ben voilà, on pourrait, nous, finalement, bénéficier peut-être, parce que chaque fois, Anne Bouquillon me dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Italie? Qu'est-ce qu'il y a comme... Et bénéficier effectivement de structures dans des lieux bien définis qui correspondent qui soient à proximité d'ateliers de production, je ne sais pas, Urbino, Pesaro, Sienne, Florence, etc. Et leur dire, ben voilà, est-ce que vous avez, si vous avez du temps disponible, enfin, temps outils disponibles, nous, on peut essayer de contacter les collègues des musées et puis faire une petite sélection, je sais pas, de 10, 20 fragments trouvés en fouille, c'est des objets trouvés en fouille, aucun problème, etc. Pas de blessure, on a l'info, et ensuite, ça nous permet de comparer, hein, d'établir des protocoles, et puis de comparer avec nous nos objets de collection pour ceux pour lesquels on n'a pas de comparaison de pièces de référence, enfin, de ce référentiel absolument incontestable et authentique, mais des objets qui nous semblent étranges et qui posent question à la communauté des historiens de la céramique. Donc ça serait super. Vraiment, voilà, je valide à 100%. Très bien, merci Dimitri. Tu avais Peut-être un point. euh, pour moi, la dimension européenne est importante pour la discussion dans le patrimoine, parce qu'on a un horizon. Ok. Peut-être peut-être je peux arrêter, hein, c'est une indication de... donc, on a une origine européenne pour tout, commune. Donc, on doit échanger. Aussi, il y a plusieurs avantages. Par exemple, dans le patrimoine, on a des communautés différentes, mais pas toutes les communautés sont vraiment fortes. Donc, pour quelques communautés d'être visibles, on doit ajouter la dimension européenne. Sinon, jamais ces communautés vont être visibles, vont être importantes pour faire quelque chose, pour être dans le dialogue national. D'autres points, pour moi, et aussi la discussion de la dimension européenne est vraiment facile si on parle pour la partie informatique. Euh, Peut-être on doit parler aussi pour la dimension mondiale de ce moment-là. Mais c'est vraiment nécessaire d'avoir pas seulement les utiles, mais comme on peut voir avec les discussions sur IA, la possibilité de gérer en manière européenne les problèmes qu'on va avoir. alors, comme le passe
Je vais demander à la salle si elle a des remarques ou des questions aux intervenants ou des réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas su répondre autour de la table carrée et pas ronde. Pascal et Victor. Caliero. D'abord une réponse peut-être, et j'espère qu'Isabelle, tu seras d'accord avec moi. C'est vrai que les chercheurs et les professionnels du patrimoine travaillent à un niveau européen pour la plupart. Après, il y a la question plus technique de répondre aux appels à projets de la Commission européenne. Je crois que c'est là qu'est la difficulté qui a été évoquée. Et de ce point de vue-là, il me semble que la Fondation des sciences du patrimoine peut jouer un rôle essentiel, dans la mesure où elle a déjà en son sein des experts en la matière. Alors, je pense à Rémi Petitcol et j'en profite pour le saluer parce que sans lui, le projet ERIS au niveau français n'aurait pas aussi bien avancé. Donc, merci Rémi pour tout le travail fourni, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et puis, il y a Alexandre Cosset et puis toute la petite équipe de la FSP. Ils ont l'habitude de monter des projets européens. Donc, je pense que ça peut être une ressource vraiment intéressante pour les chercheurs et pour les professionnels du patrimoine. Et puis, au sein de mon service, à la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation, le ministère vient d'arriver Sigrid Mirabeau, qui a pour mission justement d'accompagner les porteurs de projets et de solliciter les uns et les autres pour répondre aux appels qui vont être lancés. Après, sur un autre point, ça a été évoqué comme un frein potentiel, notamment par Philippe. Mais si on part de l'exemple évoqué par Françoise au Louvre, on voit bien que, et ça a longtemps été un frein, les professionnels du patrimoine n'ont pas toujours été considérés comme producteurs de savoir, producteurs de connaissances. Or, ils le sont infiniment, au même titre que les chercheurs académiques. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses vont vraiment évoluer, le dialogue est instauré, la reconnaissance mutuelle est réelle. En revanche, il reste des problèmes techniques dans la mesure où notre organisation administrative et institutionnelle fait que nos établissements patrimoniaux ne sont pas reconnus comme des établissements de recherche et donc ne peuvent pas par eux-mêmes porter et coordonner un projet de recherche. Donc moi, je n'ai pas la solution, mais c'est sans doute une piste d'amélioration dont il faudrait qu'on puisse discuter avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, voir comment enfin, faciliter l'accès de ces établissements à la recherche. Il y a une demande de micro de Victor Edgens, puis de David Fiala. Une question qui m'interloque un petit peu, c'est la question de la SHS. Et je me rends compte qu'effectivement, dans l'IRIS, on trouve les gens de sciences dures, soit dans FixLab, soit dans MoLab. On trouve la partie archive, on trouve la partie Digilab, hein, mais on ne trouve pas SHS. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de créer quelque chose SHS dans Iris pour susciter, pour faire émerger des thématiques des recherches, un SHS qui soit un peu le pendant des instruments scientifiques avec des idées, avec une espèce d'un réservoir des idées, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire que les SHS sont partout, doivent être partout. Il ne faut pas leur faire une bulle à part, il faut qu'ils soient partout. Je dirais plutôt ça. C'est mon point de vue. Est-ce que c'est le cas? Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et il faut qu'on s'efforce de le faire. Dans certains pardon, c'est le cas dans certains lieux, du coup. Pour le moment, je pense surtout aux laboratoires interdisciplinaires qu'on a évoqués, qu'ils soient du ministère de la Culture ou autre. C'est ces lieux de capillarité qu'il faut réussir à développer. Alors, je ne sais pas comment Iris pourrait aider à ça. Avec un lab, non, je ne sais pas. Et je pense que le problème de reconnaissance, il est réel. En fait, il ne faut pas qu'on soit une mascotte pour faire de la pub pour nos différentes institutions. Je pense que notre valeur en tant que chercheur, établissement de recherche, comme tu as évoqué, Pascal, il faut vraiment se battre pour tout
garder cette reconnaissance-là, notamment vis-à-vis des grandes institutions. Oui, je pense que la question que Victor soulève est quand même réelle, hein. C'est quand même une réalité. Vous êtes trois autour de la table, mais notre représentante, on va dire, histoire de l'art, malgré tout, est associée au musée, surtout. Voilà. Et je veux dire, il faut aussi. Ça rejoint aussi la question européenne. C'est les infrastructures qu'il y a dans les universités, parce que c'est là que sont les chercheurs quand même en social. Ils sont là et là aussi, comment toutes les cellules Europe qu'il y a dans les différentes universités dysfonctionnent ou fonctionnent plus ou moins bien, comment tout ce dialogue se fait. Et justement, Pascal a évoqué le partnership, mais tous ces dispositifs-là qui sont assez nébuleux et dont à la fois, c'est difficile de faire remonter du terrain exactement ce que veulent les acteurs, enfin ce que comprennent les acteurs. Et même quand on est en haut, hein, on sait bien que c'est compliqué. Enfin, et la FSP fait pour ça effectivement un travail remarquable, a réussi à se saisir de toutes ces choses-là et à faire circuler un peu cette information et à la comprendre. Je pense qu'il faudrait effectivement généraliser ce modèle. Et alors, une chose sur la question européenne, une chose qu'on peut dire, c'est que justement, toutes ces instances de concertation, les points de contact nationaux, enfin, tous ces dispositifs, ils sont souvent creux parce que les chercheurs n'y participent pas, en fait. Et alors, premier, hein, c'est difficile d'y aller, c'est ennuyeux. Et puis, quand on voit qu'il n'y a personne, on n'a pas envie d'y retourner. Malgré tout, c'est là que ça peut se passer et que c'est là qu'il faut continuer à aller et à essayer de dire qu'on ne comprend pas, que voilà, et de demander ce qu'on veut. Mais c'est des instances de concertation qui sont imparfaites et ce sera que le résultat de l'investissement des chercheurs. Voilà. Et alors que Iris puisse aider à ça, ben, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer, oui, c'est clair, du côté des FHS notamment. Merci beaucoup. Alors, j'ai une demande de parole de Romain Thomas dans le fond et Vincent de Tal. Après, il faudrait que je passe la parole à Vania pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Merci beaucoup. Alors moi, je vais parler du point de vue de l'historien de l'art universitaire et je rejoins assez l'idée que il faut faire quelque chose pour les SHS. Je ne dirais pas le contraire. Mais je suis assez d'accord avec Isabelle pour dire que les SHS doivent infuser les structures un peu partout. Pour moi, il me semble que le problème, en tout cas quand j'en parle avec mes collègues à l'université, dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche, pardon, le problème il est surtout en termes de communication. C'est-à-dire que mes collègues ne connaissent pas pour la plupart l'existence des RIS et ceux qui en ont entendu parler le voient surtout comme une infrastructure euh, vraiment consacrée aux spécialistes de sciences dures. Et c'est là, à mon avis, qu'est le problème. Il faut réussir à désamorcer cette espèce de retenue qu'ont les chercheurs en sciences humaines et sociales vis-à-vis de ces infrastructures. Il y a peut-être aussi le fait que le niveau de financement entre la recherche en SHS dans les universités et ces infrastructures est tel qu'ils se disent, enfin, ça contribue au fait qu'ils se disent que c'est pas pour eux. Et voilà. Et je parle pas enfin, je parle aussi des chercheurs qui se spécialisent en histoire de l'art dans la question de la matérialité. Je ne parle pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'historiens de l'art qui ne s'intéressent pas beaucoup à la matérialité, mais ceux qui s'intéressent à la matérialité ne connaissent pas ces ressources qui sont pourtant très très précieuses pour les historiens de l'art. Communication, effectivement. Vincent Dutal? Oui, alors pour aller dans le même sens que Romain, c'est des éléments de discussion qu'on a menés au départ dans le montage du projet Espadon. C'est une des raisons pour lesquelles Romain est coordinateur scientifique adjoint dans le cadre de ce projet. Donc, on est, je pense, et il y a pas mal d'exemples de projets qui sont menés par ailleurs, ANR ou autres, qui mélangent ces différentes disciplines où les gens sont présents. Donc, effectivement, au sein des RIS, on a des plateformes qui sont présentes, qui sont des supports techniques, on va dire, ou des apports scientifiques au-delà des outils. Mais à l'intérieur des projets eux-mêmes, malgré tout, il y a une habitude qui s'est prise depuis quelques temps
ou à la fois dans l'animation, mais aussi d'un point de vue pratique au niveau des différents lots de travail, work package qui sont présents, participent ces différents acteurs et a fortiori les acteurs de sciences humaines et sociales, qui soient issus du monde des musées ou du monde académique. Et ce travail se fait. Alors, il y a une temporalité, de la même façon qu'on intègre aussi l'aspect data science maintenant de façon plus forte. Et elle se fait de façon concrète à travers d'objectifs qui sont définis. Je pense que c'est le cas aussi au sein du LAPA sur pas mal de sujets, où finalement on retrouve ces différentes composantes et elles sont en train de se concrétiser petit à petit. Et au sein d'ERIS, je dirais naturellement, petit à petit, et au sein de projets européens comme ICOS, finalement, on retrouve complètement les différents acteurs. Donc, à la fois, oui, c'est pas encore complètement formalisé, c'est pour répondre à Victor et à David, mais en même temps, je pense qu'on est dans une évolution qui se fait dans ce sens-là et qui va devenir quelque chose de très concret et de beaucoup plus naturel. Je peux dire un mot? Que ça me fait penser, ce que tu dis me fait penser au fait qu'en fait, il faut jamais qu'on perde de vue, dans ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est que dans nos laboratoires, on est à la pointe de cette interdisciplinarité. Ça nous a demandé du temps, du travail à tous, mais on commence à arriver avec quelques beaux exemples. Mais ce qu'il faut voir, c'est... Moi, j'avais l'impression que tout le monde était archéométallurgiste, parmi les archéologues du métal, qu'on avait une habitude de l'interdisciplinarité. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un grand nombre de... Enfin, il faudrait évaluer la part des labos qui sont pas qui n'ont pas accès, en fait, à cette interdisciplinarité. Et de ce point de vue-là, la formation est fondamentale. Euh, on a organisé sous l'égide du réseau Kern et de la MITI au CNRS une formation qui s'appelait archéométallurgie du site au laboratoire. On a pu se rendre compte qu'il y avait un certain nombre d'archéologues des services locaux d'archéologie qui étaient avides de se former à cette interdisciplinarité et qui avaient un vivier, pour parler un peu vulgairement, énorme en fait. Donc, effectivement, faut réussir à raccrocher les wagons entre ces têtes de pont interdisciplinaires où ça se passe vraiment très concrètement et puis le reste, quoi, en fait. Et ceci dit de manière non péjorative. Juste un tout dernier petit mot sur ces questions-là. Il y a une chose qui va quand même être absolument cruciale, ça va être les données. Parce que c'est quand les chercheurs feront leurs recherches sur Google, comme ils font d'habitude, qui vont tomber sur une réponse qui sera apportée via la plateforme Eris ou je sais pas, enfin, c'est pas non, enfin, tout d'un coup, on se dira, ah, là, il y a des réponses à des questions que je ne me posais pas sous cette forme-là. Hein. Et donc, moi, je voulais juste citer l'exemple d'une infrastructure qui est en train d'arriver, là, c'est Biblissima, et qui agrège comme ça les bases de données des laboratoires les plus actifs dans leur domaine sur le livre, où voilà, les chercheurs, là, tout d'un coup, se disent, ah, bah, ils tombent sur un résultat de recherche, ça ouvre Biblissima. Tiens, comment ça se fait que ça ouvre Biblissima? Bah, ça ouvre 10 ans de travail de 15 laboratoires qui commencent à arriver à agréger leurs données et à produire des résultats en ligne. Donc, c'est tout le travail que vous faites sur les données, là, qui va quand même être absolument crucial, aussi pour fédérer les communautés, pour se dire, ah là, il y a des réponses, il y a des outils qui nous amènent quelque part. Merci. Peut-être un dernier commentaire. Moi, je propose qu'on passe. Déjà, je vous remercie tous de la table ronde. C'était très intéressant, très instructif, je pense, pour tous. Merci beaucoup.